Et salut et bienvenue à tous dans cette 38e émission en live sur notre page Facebook. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, sachez que on a fait déjà pas mal de live. On en est au show numéro 38, comme je viens de le dire. On a eu des invités de marque comme David Vulmet, Sébastien Tortelli, on a eu Mathis Boramé, tout fraîchement titré, champion d'Europe. On a eu du Jacques Vimon, voilà, des anciens dinosaures et des nouveaux. Ça fait toujours plaisir, en tous les cas. On se retrouve chaque semaine avec celui que je retrouve en face de moi, en rouge et blanc. C'est Blaise Abadi. Comment ça va, Blaise? Toujours bien, toujours au rendez-vous, toujours là. Une nouvelle semaine, un nouveau live avec encore une fois un invité de marque, un invité qui performe un peu plus sur le sable. On va le voir, on va parler un petit peu de tout ça. Toi, Nico, tu vas nous parler un petit peu de son palmarès, de tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Déjà un gros palmarès pour son jeune âge. Alors, Nico, vas-y, je te laisse présenter tout Ah ça. ouais, je sais même pas si j'ai besoin de le présenter. Bon, c'est vrai que pour des sudistes ignares comme nous, où on roule pas du tout dans le sable, on ne connaît pas du tout le Touquet et le Nord. Mais bon, quand même, on en a entendu parler d'où 3 fois. Il a gagné le Touquet, il a gagné le championnat de France des sables, quatrième du Dakar l'année dernière, même si c'est pas la place qu'il espérait. C'est le grand Adrien Van Beveren. Comment ça va, Adrien? Salut à tous, ça va super bien, au top. Je rentre du sport et j'étais en train de vous écouter. Je suis content d'être avec vous et je me demandais si j'étais obligé de prendre l'accent d'ici pour faire l'interview. Ouais, Allez, ça si tu veux commence à essayer, faire si la tu veux, guerre. essaye dans un premier temps, mais ça va être compliqué à garder. Je peux le faire facilement si tu veux. Tu peux essayer, par contre, je te préviens, il va y avoir beaucoup de filles devant ta porte après derrière. Enfin, tu vois, c'est des trucs, il faut s'y C'est habituer vrai, au ça début. marche Après, l'accent du voilà. sud pour draguer les filles. Ah, je suis pas sûr. Non, on n'a pas l'accent comme voilà, qui se pratique d'habitude à la télé, mais c'est pour ça que nous, on reste cantonné à Facebook. Ok, ok, allons-y les gars. Bon, Adrien, comment ça se passe en ce moment? Est-ce que c'est vraiment pour toi la période la plus difficile de l'année, cette période de préparation, on va dire physiquement? C'est la période la plus intense, en tout cas. Difficile, j'en sais rien, mais ouais, c'est difficile parce que je cumule un peu tout. Je reviens de Milan, là, j'étais au salon à l'ECMA pour Yamaha. Je suis sollicité forcément parce qu'on approche du Dakar. Donc, j'ai déjà pas mal je suis vraiment occupé par rapport à tout ça. Et en plus de ça, l'entraînement qui s'intensifie parce qu'on se rapproche de l'événement. Désolé, je fais bouger ma caméra parce que je tiens mon téléphone en fait pour que vous me C'est voyez. pas grave, c'est de live. Et du coup, non, c'est vrai que c'est assez intense, notamment parce que j'ai été arrêté pendant 6 mois. J'ai pas pu rouler en moto pendant 6 mois après mon crash l'an dernier. J'ai encore besoin de retrouver un peu de force au niveau des membres supérieurs, mais globalement, j'ai récupéré à 100%, donc c'est vraiment positif. Je fais encore un peu, alors vous m'avez décrit comme un pilote de sable. J'ai envie de vous dire oui, c'était le cas. J'étais à fond et je faisais que ça il y a encore quelques années, mais maintenant je suis vraiment focus sur le Dakar. C'est vraiment une discipline qui est différente, même si évidemment j'adore le sable et j'y roulerai, j'espère, toute ma vie. Et j'ai encore fait quelques courses dernièrement, mais je suis vraiment concentré sur le Dakar et c'est ma priorité. Alors justement, par rapport au Touquet, au Dakar, est-ce qu'il y a des similitudes ou des grosses différences en termes de préparation physique et de préparation avant cette épreuve-là? C'est un peu opposé, hein, les gars. Le Touquet, alors on va dire que le Touquet, c'est c'est un marathon, Hmm. c'est une épreuve marathon, et que le Dakar, c'est un ultra extra marathon, j'en sais rien, c'est 15 jours de course avec vraiment des intensités cardio qui sont plus basses, mais avec ça c'est très 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 long, on passe énormément d'heures sur la moto, alors qu'au Touquet, c'est quasiment 3 heures de sprint. Maintenant, le niveau au Touquet est super élevé, c'est du motocross pendant 3 heures. Et c'est vraiment ce qui me complique la tâche. C'est pas de ça va rouler vite. Mon téléphone il bouge. C'est pas de ça va rouler vite, c'est de pouvoir le faire pendant 3 heures. Alors que j'ai un entraînement qui est plus destiné à faire de l'endurance et à rouler longtemps avec un rythme important, mais à rouler quand même sur un nombre d'heures important. Et justement, comment ça se passe cet entraînement-là en moto au quotidien? Tu le prépares comment, toi, le Dakar? Est-ce que je sais pas, j'imagine moi que tu fais des manches énormes ou alors que tu pars en sortie dans le. Je vais pas me faire des balades. En fait, souvent, et je le comprends parce que j'avais un peu cette image-là du rallye raid avant de commencer. On croit que, on se dit ouais, ça doit être cool, c'est de la balade, ils font de l'aventure. Je peux vous dire que c'est tout le contraire. Enfin, c'est vraiment pas le cas. On est vraiment obligé de rouler à bloc pour rouler devant. Tu peux le faire en mode aventure raid, mais
espère même pas faire un top 10. C'est très, très, très intense, c'est très relevé. Pour rouler devant, aujourd'hui, je me bats contre des pilotes qui ont été champions du monde MX3 comme Walkner, qui savent rouler vraiment vite et qui ont une technique de pilotage quand même importante. Et c'est vrai que pour rouler devant, il faut rouler à bloc. Alors, l'entraînement, pour répondre à ta question, c'est que je fais beaucoup de moto. Je roule encore quand même régulièrement dans le sable. Dès que je peux aller un peu à l'on plage, j'y vais. C'est pas très loin de chez moi. Je fais des manches assez courtes et puis intenses, mais c'est quand même la plupart du temps, c'est pas le cas. C'est-à-dire que pour s'entraîner en rallye, on bouge. Là, j'étais notamment cet été au Chili, au Pérou, en Argentine. Je suis allé au Maroc plusieurs fois. En fait, le rallye raid, malheureusement, c'est difficile de s'y entraîner en France parce qu'on a, il n'y a pas de désert. Hein, c'est pas un truc que je vous apprends. Il n'y a pas vraiment de désert en France. Et en rallye raid, on a besoin de rouler avec un niveau de vitesse assez important. Et c'est vraiment dans le désert que ça se passe. Donc, globalement, c'est souvent à l'étranger que je m'entraîne pour le rallye raid. Et quand on part s'entraîner, c'est des grosses semaines d'entraînement, c'est-à-dire qu'on profite d'avoir fait tout ce déplacement et qu'on roule tous les jours on part le matin très tôt, en général à 6h, et on rentre en fin d'après-midi et on passe la journée sur la moto. Ensuite, on prépare le roadbook pour le lendemain. On fait un peu des simulations de course, en fait, où on va cumuler les kilomètres sur différents types de terrains, mais en naviguant. Le gros truc, c'est que le rallye, il faut s'orienter en permanence avec ce fameux roadbook, ce rouleau de papier que tu as et que tu déroules électroniquement sur ta moto. Ouais, c'est pas un GPS, hein, pour ceux qui savent pas, comme non, nous, qui connaissent rien en rallye, ça n'a rien à voir avec Waze. Le roadbook, ça s'apprend. Et justement, j'ai une question par rapport à ça. Moi, est-ce que c'est quelque chose qui est difficile pour quelqu'un qui sort du cross, on va dire, ouais, pour toi, du sable, mais est-ce que ça a été difficile cette transition-là? C'est très difficile. En fait, le plus difficile, vous savez ce que c'est d'accepter au début de vraiment rouler en dessous de ton niveau, de tes capacités de vitesse, parce qu'il faut accepter que c'est complètement autre chose. À cause de ça, parce que tu es obligé de regarder ailleurs que devant ta route, tu es obligé de regarder ce roadbook et de t'orienter. Déjà pour éviter de te perdre, et puis surtout pour éviter de tomber, parce que les dangers sont dans le roadbook. Alors, pas les dangers que tu as en hors-piste, mais les dangers sur les pistes sont dans le roadbook. Et il faut toujours être calé, il faut toujours savoir où tu es. Donc, c'est-à-dire que tu as les répétiteurs avec les kilométrages et tout sur ta moto. Et que, en fait, si tu veux, il faut toujours savoir à la centaine de mètres près, savoir toujours où tu te trouves. Kilomètre 100.2, danger 2. Si tu te dis, si tu es à bloc et que tu réagis quand il est 100.3, le danger 2, tu l'as déjà passé et tu es déjà par terre, en fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment toujours anticiper. Tu ne peux pas te relâcher en te disant c'est bon, je roule à bloc, je sais que devant moi, je vois ce qu'il y a devant moi. Parce qu'avec la vitesse à laquelle on va, le danger, si tu ne l'as pas anticipé avec ton kilométrage, dans la plupart des cas, si tu attends de le voir avec tes yeux, tu as de grandes chances de te faire mal. C'est pas difficile ça justement parce qu'on t'a toujours appris à être concentré sur ta moto, vraiment viser les ornières, lever la tête, accélérer, tout ça. Être très très concentré à 100% là-dessus et là justement il y a un autre facteur qui rentre en jeu et ça doit être compliqué. Exactement, c'est super difficile. C'est super difficile parce qu'en fait, il faut, ce que je te disais au début, quand tu commences le rallye, il faut accepter de rouler moins vite pour apprendre ce nouveau paramètre qui est super complexe à apprendre, c'est-à-dire à baisser les yeux, baisser la tête sur le roadbook et relever la tête et voir où tu es, parce que en plus de ça, la vitesse moyenne est beaucoup plus élevée qu'en motocross, c'est-à-dire que sur une piste de cross, souvent au niveau des chronos, je crois que la vitesse moyenne c'est aux alentours de 50. Ouais, c'est ça, ouais. Nous, on dépasse parfois les 100, c'est-à-dire que c'est énorme. Donc, la vitesse que tu as à ce moment où tu baisses la tête, il faut savoir que les mètres, ils défilent. Quand tu baisses la tête et que tu es sur un freinage, il faut savoir que le virage, quand tu vas relever les yeux, tu auras parcouru un paquet de mètres et que le virage, il sera beaucoup plus proche. Donc, c'est un exemple que je donne, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un nouvel apprentissage. Et ce qui est difficile quand tu es crossman et que tu sais rouler vite, c'est d'accepter de dire non, je vais rouler vachement plus tranquille alors que tu sais que les autres ils vont te déboîter parce qu'au final le but ultime c'est d'apprendre ça et après de pouvoir réajouter ton niveau de vitesse et tes capacités techniques de pilotage et de faire les deux en même temps en fait. Mais vous y arrivez quand même, vous y arrivez au 100% vraiment à rouler à 100% ou il y a toujours quand même une marge de sécurité, pas de sécurité mais de concentration?
je roule avec une marge, mais j'ai toujours roulé avec une marge. En motocross, je roule avec une marge. Ça n'empêche pas que, tu vois, je suis tombé au Dakar cette année alors que je roule avec une marge, mais on se rapproche quand même du 100% énormément parce que le niveau est tel aujourd'hui que si tu veux rouler devant, tu vois, on va chercher chaque seconde compte. Je vous donne un exemple. Au Dakar cette année, j'étais en tête le 10e jour avant de me blesser. Je devais avoir 22 secondes d'avance sur Benavides. 22 secondes au bout de 10 jours de rallye. On avait parcouru déjà plus de 5000 km. Je ne sais pas si vous imaginez un peu. Et j'ai envie de te dire même, on parle des 22 secondes, mais le troisième était à 3 minutes. Derrière, c'était à 5-10 minutes. C'était vraiment proche. Et donc, ça pousse énormément. Il arrive régulièrement qu'à la fin des spéciales, sur les rallyes, championnats du monde au Chili, au Maroc et tout, on soit plusieurs pilotes dans la même minute après avoir fait 4 heures de spécial, quoi. Ouais, et je reviens un peu sur ta blessure. Est-ce que tu penses que. Enfin, ta chute plutôt, je reviens sur la chute. Est-ce que tu penses qu'elle est liée à ce manque d'apprentissage du roadbook ou est-ce que c'est une erreur de concentration? Toi, tu la vois comment, cette chute-là? En fait, au moment où je chute, je ne suis pas en train de regarder le roadbook. Je suis pas en train de. C'est pas un danger qui était dans le roadbook que j'ai loupé, du tout. C'était dans un hors-piste. Donc, en fait, dans les hors-pistes, ils peuvent nous mettre hors-piste dangereux dans le roadbook, mais ça veut dire que c'est un danger permanent. T'es sans arrêt. En fait, tu es en hors-piste, donc comme ça, tu peux passer très bien à 300 mètres de là où l'ouvreur est passé. Tu sais, ils ne peuvent pas savoir et prévenir de tout. Ça serait trop complexe. Notamment là, au Dakar, ce qui m'a fait tomber, c'est simplement une grosse pierre plantée dans le sable, dans le sol, et qui m'a catapulté de la moto. Et forcément que tu peux pas répertorier chaque pierre dans le roadbook. Donc, tu peux pas en vouloir à l'organisateur, tu peux pas en vouloir à celui qui a tracé, ni à l'ouvreur. La réalité, c'est ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, je regardais un peu plus loin devant moi pour anticiper un changement de direction. C'est-à-dire que j'avais les yeux un peu plus haut, je regardais pas devant ma roue, pour le coup, je regardais plutôt 100 mètres plus loin, parce qu'il me restait plus qu'un petit changement de direction. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas vu la pierre, en fait, et au moment où ça a tapé, il était trop tard, quoi. J'avais beaucoup de vitesse. C'est pas, pour revenir là-dessus, peut-être une dernière fois, parce que je l'ai expliqué des centaines de fois, mais et puis là, on approche plus de l'issue de ça que je veux dire, la chute et tout ça, c'est du passé. Maintenant, le nouveau Dakar arrive. Mais pour revenir une dernière fois là-dessus, j'ai pas la sensation d'avoir vouloir rouler trop vite. J'ai pas la sensation d'avoir voulu pousser et prendre des risques inconsidérés. J'ai pas non plus la sensation d'avoir été déconcentré. J'ai envie de vous dire, c'est le destin. Il faut l'accepter. Et puis le destin, je m'en sors pas si mal, puisque oui, j'avais mon rêve un peu dans les mains et je l'ai perdu. Oui, j'ai été blessé un peu, j'ai un peu souffert et tout, mais ça aurait pu être bien, bien pire. Et aujourd'hui, je serai au départ du prochain Dakar à 100%, donc tout va bien. Et du coup, alors je reviens un petit peu sur le live parce qu'on a t'as beaucoup de fans, Adrien, là, qui nous écrivent, qui posent des questions. Donc, on va commencer par Romain qui nous demande ce que tu penses de la venue possible de Airlings et d'autres pilotes de MXGP sur le Touquet dans les années à venir. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va se faire? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va être bon? Je pense qu'à terme, Airlings, il viendra faire le Touquet. C'est clair qu'il est absolument incroyable. Il a tout mon respect, enfin comme tout le monde d'ailleurs, mais vraiment, il m'impressionne. Pour répondre à la question, c'est super pour l'épreuve. Et je pense que lui, comme il adore le sable, il avait roulé à la knockout l'an dernier, il a gagné facilement. Il se dit que s'il vient au Touquet, je pense que ça sera le même cas. Maintenant, le Touquet, c'est 3 heures, c'est différent, il peut se passer plein de choses. Mais c'est vrai que s'il ne se passe rien pour lui, il sera très difficile à battre. Après, il y a des pilotes qui préparent que ça. Je suis plus trop, j'ai pas envie de dire que je suis plus concerné parce que c'est pas vrai et j'adore ça. J'ai toujours envie de le faire et de briller. Et puis forcément, la dernière fois que j'ai fait le Touquet, c'était en 2017 puisque j'étais blessé cette année. Dans le dernier tour, j'étais revenu à quelques secondes de la tête. J'avais Damon Martens devant moi et j'avais vraiment fait une grosse remontée. Puis j'ai eu un souci mécanique qui m'a fait faire deuxième. Enfin, en tout cas, qui m'a empêché de me battre pour cette victoire-là. Et puis les 3 années précédentes, je l'ai gagné. Donc forcément, j'ai encore un petit peu ce goût de me dire j'ai encore toutes les capacités en main. Et c'est le cas. Quand je vais rouler à la plage et que je suis bien et que je suis en forme, je roule dans les temps des mecs qui font que ça. Le truc, c'est de réussir à le préparer correctement. Et aujourd'hui, vu ce qui m'est arrivé cette année, le temps que j'ai perdu,
Je peux pas faire les deux comme je le faisais avant, c'est-à-dire que je mets la priorité au Dakar. J'ai fait ces 2 petites courses de sable à Berck, petites courses qui étaient top, hein, Berck et Lune Plage. Ça s'est pas terminé comme je l'aurais voulu, avec des petits ennuis, pour être sincère, des petits ennuis mécaniques. Maintenant, ça fait partie du sport. Je suis passé au travers les gouttes pendant de nombreuses années. J'avais jamais abandonné une course sur casse mécanique, une course de sable en tout cas. Là, ça a été le cas 2 fois. Enfin, j'ai pas abandonné à Lune Plage, mais on a dû changer la batterie au ravitaillement, donc on a perdu beaucoup de temps et j'ai même pas vu le résultat, pour être sincère. J'ai dû faire 10e. Mais voilà, c'est plus ma priorité. Je le fais pour m'amuser, je le fais vraiment pour le fun. C'est clair que je sais qu'au final, j'ai encore les capacités de pilotage, j'ai encore quelques clés en main pour gagner peut-être même, mais la priorité, c'est vraiment le Dakar. C'est marrant, tu en parles un petit peu, tu parles juste du côté fun, mais tu parles pas du côté préparation. Tu penses que ça t'apporte rien du tout pour le Dakar? Ah non, je le ferai pas, hein. Je le fais vraiment parce que ça m'apporte beaucoup. Ouais, d'accord. Et c'est même une explication que j'ai eue avec Yamaha aussi, parce que aujourd'hui, le Dakar, c'est très important pour Yamaha. Ils investissent beaucoup pour se battre contre KT et Honda qui investissent aussi beaucoup. On a besoin c'est une équipe. C'est vraiment, je suis très, très content que Yamaha s'investisse autant auprès de moi pour le Dakar. Et donc, forcément, ils ont quelques craintes en se disant, fais attention sur tes courses. Là, c'est plus là qu'on veut que tu gagnes, tu l'as fait, maintenant on t'attend, on a besoin de toi pour le Dakar, fais attention à toi. Et moi je leur explique, et ils le comprennent bien, mais que ces courses-là, ça me sert vraiment de référence, que ce soit physiquement, que ce soit sur mon niveau, et puis j'ai 27 ans, j'ai encore besoin d'être un peu fougueux et d'aller me bagarrer avec les autres. C'est ce qui m'a plu toute ma carrière, de prendre un départ, d'avoir cette adrénaline, cette boule au ventre. De me sentir en bagarre, d'être en colère sur moi-même, de me toucher avec un autre pilote, c'est un truc que j'aime en fait. J'ai besoin de ça, et puis c'est top que Yamaha comprenne que je suis un vrai compétiteur, et je fais ces courses-là vraiment pour être meilleur. C'est difficile d'accepter de plus gagner, de pas être devant. En tout cas, de ne pas me battre pour la victoire. Ouais, c'est un petit peu comme tu disais, ce que tu disais tout à l'heure, c'est un petit peu comme regarder le roadbook, quoi. C'est faire un pas en arrière pour après faire 2 pas en avant. Ouais, voilà, je crois toujours que il faut remettre les choses à leur place. On dit toujours que le travail, ça paie. Et moi, ça a super bien payé. Tout mon boulot a super bien payé avec mes victoires au Touquet, notamment, puis mes performances au Dakar. Mais cette année, je n'ai pas pu travailler comme il l'aurait fallu. J'ai été contraint à rouler beaucoup moins en moto, et donc forcément ça peut pas payer. Je suis pas un surdoué de la moto. Tout ce que j'ai, les titres que j'ai eu, les trucs, les résultats, c'est avec le travail, avec les heures passées à l'entraînement, à bosser dur. Et donc forcément, quand tu peux pas bosser dur comme tu le voudrais, ça paie moins, et c'était le cas. Maintenant, j'ai même pas à m'expliquer, pour être sincère. Je viens sur les courses de sable vraiment pour le fun, quoi. Je viens parce que j'adore ça, je viens prendre du plaisir, je viens pour faire la course, je viens pour me retrouver à côté d'eux et puis faire la course avec eux. Et puis aussi pour mon public, pour être sincère, je suis hyper suivi ici dans les Hauts-de-France, dans le Pas-de-Calais, en France même, j'ai envie de dire. Et je n'ai plus l'occasion de rouler devant eux, à part là, en fait. Le rallye raid, le Dakar, c'est à l'autre bout du monde. Et de venir et de retrouver tous ces gens, et je sais que ça leur fait plaisir de me voir rouler en moto, et moi je prends du plaisir à rouler devant eux, donc tout va bien. Ouais, puis toi, ça doit être magique, je pense, pour toi. C'est pour en avoir parlé avec Axel Alétru, qui est un bon copain à toi. Il me racontait que, dans le Nord, le Touquet, c'est vraiment mythique. Vous êtes vraiment des superstars. J'en discutais même avec sa copine, elle me disait, mais elle connaît que ça. Pour elle, c'est encore plus gros que le Supercross US et tout ça. Je sais que le Touquet, c'est vraiment un truc de fou. Moi, je pense que pour toi, en ayant grandi là-bas, voilà, gagner le Touquet, ça a dû être quand même exceptionnel. C'est vrai que ici dans le Pas-de-Calais, enfin dans le Nord Pas-de-Calais, c'est même, j'ai envie de dire, au nord de Paris, le Touquet, c'est vraiment hyper populaire. C'est la course de moto. Tu parles au grand public. En fait, je fais des courses, contrairement aux pilotes de motocross US, même MXGP. Ma discipline est vraiment différente. Je suis peut-être certainement moins connu, moins populaire que les tops mondiaux dans le milieu de la moto directement, dans le milieu du MX, du tout-terrain. Par contre, le Dakar, le Touquet, mais encore beaucoup plus le Dakar, ça touche le grand public.
C'est-à-dire que c'est des courses où même le lambda qui aime le sport, mais qui connaît même pas, qui connaîtrait peut-être même pas James Stewart, en tout cas en France, qui connaîtrait pas Jeffrey Herlings, et ben il va connaître le Dakar, il va savoir que Peter Hansel il l'a gagné X fois, voilà. Et dans le Nord, il va aussi connaître Arnaud de Mester, enfin en tout cas de nom, il va savoir que. Et c'est vrai que c'est des disciplines qui passent à la télé nationale, sur des programmes gratuits, sur les chaînes nationales, les plus grandes chaînes, sur France 3 notamment, pour le Dakar sur France Télé, plusieurs heures par jour, 4 heures de direct par jour. Hein. Donc c'est sûr que ça touche le grand public et c'est une grande chance pour moi parce que ça m'a permis d'avoir une grosse évolution dans ma carrière. C'est-à-dire que le milieu de la motocross, ça reste un petit milieu finalement. Et le Dakar, ça me fait toucher un public beaucoup plus global, beaucoup plus, généraliste. Mondial, on va dire. Et par rapport à ça, justement, qu'est-ce qui t'a poussé à passer du sable au Dakar, on va dire, au rallye raid? Est-ce que c'est plutôt, premièrement, on va dire, la motivation sportive ou la motivation financière? Est-ce qu'il y a eu des deux? Est-ce qu'il y a eu que la motivation sportive? Explique-nous un petit peu comment ça s'est passé dans ta tête quand tu as dû faire la transition du sable au rallye raid. C'est pas la motivation financière parce que tu as eu une grosse proposition. En fait, je veux dire par là, est-ce que toi tu as eu une grosse proposition de Yamaha où tu t'es dit bon là ça je peux pas le refuser? Alors en fait, ouais, vous savez quoi, déjà rouler au Dakar sans que ça vous coûte de l'argent, à l'époque où moi quand j'ai fait mon premier Dakar en 2016, ça s'appelle une grosse proposition. C'est-à-dire que il y a gagner sa vie, il y a aussi, je sais qu'aujourd'hui il y a plein de pilotes même dans le sable qui ont du mal à joindre les deux bouts, simplement déjà à financer leur saison. Même des pilotes professionnels qui font que ça. Même en MXGP. Même en MXGP, des mecs qui font que ça, ils ont du mal à payer leur saison. Ouais. Alors oui, le Dakar, en fait, comment ça s'est passé? J'ai gagné le Touquet en 2014 la première fois, devant Antoine Méo, à une vingtaine de secondes. C'était vraiment très serré. Et Yamaha m'ont parlé du Dakar un peu plus précisément. Ça faisait plusieurs années qu'avec José Leloir, on parlait de ça, on parlait un peu de rallye raid, etc. Il m'expliquait qu'il suivait le rallye raid. C'était un programme encore français à l'époque, Yamaha France, qui évoluait et qui reprenait un peu d'importance chez Yamaha. Et puis, ils m'ont parlé du Dakar parce que j'ai eu la chance de connaître JCO, Jean-Claude Olivier, qui était le grand mentor de Yamaha, j'ai envie de dire en Europe et peut-être dans le monde, et qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années sur un accident de voiture sur le périphérique, sur l'autoroute A1. Et bref, Jean-Claude Olivier, une fois je l'ai rencontré chez Yamaha, dans le hall, dans le musée chez Yamaha, il me montrait une de ses motos, il me parlait de cette moto en me disant ça roulait à une vitesse, on n'avait pas de frein à l'époque et tout, il me racontait un peu ses histoires. Et puis on a un peu échangé, très peu, hein, je devais avoir 19 ans, j'étais jeune, et puis on a un peu échangé, et je sais qu'au terme de cette discussion, il a trouvé que j'avais un peu la tête sur les épaules, peut-être un profil pour devenir un jour pilote de rallye et aller au Dakar. Et donc en fait, Alexandre Kowalski, Vincent Tombray, José Leloir m'ont mis le pied à l'étrier rapidement, c'est-à-dire qu'après cette victoire au Touquet, ils m'ont parlé du Dakar. Et ils m'ont un peu questionné sur l'intérêt que j'avais. Donc, en juillet 2014, je suis allé faire des tests au Maroc avec eux. J'ai roulé un peu en moto de rallye, ça m'a plu. J'ai pas fait vraiment de roadbook. En fait, j'ai juste roulé avec la grosse moto plusieurs fois. J'appelle la grosse moto la moto de rallye qui est quand même plus lourde. Et ça m'a plu et je me suis dit, j'aurais pu déjà partir au Dakar en 2015, en fait. Si je leur avais dit, c'est bon, on y va, c'est parti, je partais au Dakar. Et j'ai eu envie de regagner le Touquet, de me consacrer à ça. J'ai bien réfléchi. Je me suis dit, je regagne une deuxième fois et je pars au Dakar un peu. Je ne savais pas à l'époque forcément que j'allais le regagner d'affilée. Et puis, voilà, le destin fait que j'ai gagné tout de suite en 2015, de la meilleure des façons parce que j'ai gagné avec quasiment 7 minutes d'avance. Et c'était quelque chose que comment expliquer? C'est quelque chose qui était clair dans ma tête et je me suis dit, je pars au Dakar. Le Touquet, je ne vais pas dire c'est fini, mais c'est plus mon truc. C'est parti pour le Dakar, quoi. Et j'ai continué un peu à rouler dans le sable, mais à l'époque, à la base, la question, c'était pas une question où je disais soit ça sera le Dakar, soit ça sera le Touquet. En fait, c'était carrément
Maintenant, c'est le Dakar. Le Touquet, peut-être que je le ferai, mais c'était même plus sûr que je roule au Touquet en 2016. Et puis, j'ai continué à rouler dans le sable. J'ai regagné à Lone Plage, je crois, un peu quelques mois après, avant le Dakar, etc. J'ai fait mon premier Dakar, j'ai fait 6 et en vente 30. Donc, c'était quand même mon premier Dakar, j'étais en junior team, c'est-à-dire que je roulais avec une ancienne moto. Yamaha m'avait quand même énormément aidé puisque j'étais dans le team Yamaha Junior, mais j'ai dormi dans une tente, j'avais pas d'assistant avec moi, je me débrouillais. Alors il y avait les gens de chez Yamaha, il y avait Alexandre et José qui me donnaient un coup de main, j'avais un mécano déjà, mais c'était très intense et c'était un peu en mode amateur plus, on va dire. Ouais. Et puis, j'ai fait cette 6e place. Ça a été super révélateur. Ça a été top. Et en rentrant, j'ai regagné le Touquet en plus de ça, en 2016. Donc là, c'est un peu disons, après la victoire du Touquet, qui avait été pour moi un gros tremplin dans ma carrière, ça a été le 2e gros tremplin. Où là, ça a été un peu une révélation, mes capacités à rouler devant en rallye raid dès la première année. Enfin, en tout cas, à rouler déjà, j'avais fait 6, quoi. Et puis l'année suivante, évolution, Yamaha évolue. Je rentre dans le team en tant que pilote officiel. Le team devient Yamaha Europe avec Elder Rodriguez et Alessandro Botturi. Et puis, je fais 4 et je joue le podium jusqu'au dernier jour. À l'époque, j'avais pris une pénalité. J'avais perdu le podium à 30 secondes. Donc, c'était de nouveau une révélation, on va dire, puisque podium dès le 2e Dakar, c'était top. Ouais. Et puis finalement, dernier Dakar, Dakar 2018, j'ai été leader avant d'avoir ce crash. Donc, de nouveau, je ne vais pas dire une révélation parce que maintenant, c'est assez. Voilà, je savais que je pouvais rouler devant en rallye, mais de là à mener quasiment dès le début, puisque j'étais en bagarre avec Sam Sunderland, avec Benavides, mais tout de suite j'étais en tête du classement et jusqu'à cette chute. Et c'est vrai que ça a été de nouveau un gros tremplin dans ma carrière et qu'aujourd'hui je suis super heureux de l'évolution que j'ai pu avoir, notamment de l'évolution et de l'investissement de Yamaha à mes côtés et de l'évolution de ma carrière qui est devenue clairement internationale. Je voyage un peu partout pour ça. J'ai les plus belles marques à mes côtés. J'ai des marques qui me font confiance. Je commence à avoir une visibilité vraiment intéressante. Et c'est vrai que quelque part, pour un pilote qui était à la base un pilote du Nord, qui faisait quelques bonnes courses de sable, j'ai eu ces 5 dernières années vraiment une grosse évolution de carrière. Ouais, en fait, c'est quelque chose qui s'est fait petit à petit, qui a l'air de s'être fait naturellement. Et justement, on a pas mal de questions sur le live. Je regroupe pas mal on a Romain, Vincent de mémoire qui nous ont posé ça. Tu as fait Touquet, tu as fait Dakar. Et comment tu te vois plus tard, après justement ces 2 transitions qui ont marqué ta carrière? Comment tu te vois après ça, toi? Là, je suis vraiment concentré sur. Excusez-moi, je tiens mon téléphone du bout de la main. Tout ça pour nous montrer les coupes qu'il y a derrière. Ouais, c'est ça. C'est moussé, ça. Regardez. C'est beau, ça. Un peu de tout. Mais je suis en train de me faire un musée là. C'est encore mon ancien bureau. Ces 4, je vous montrerai des trucs plus cool encore. Je suis vraiment concentré sur le Dakar à 200%. J'ai envie de gagner. C'est ma priorité. Aujourd'hui, je me pose pas trop la question de derrière, même si forcément j'ai des idées d'évolution. Mais je suis encore très jeune pour le rallye raid. 27 ans, je crois que je suis le plus jeune pilote, on va dire pro. En tout cas, il y a un des plus jeunes pilotes qui roule devant, ça c'est sûr. Et donc, j'ai envie de le gagner. Je prendrai le temps qu'il faut pour ça. Et après, je pense, dans l'idéal, ça serait de rouler en voiture. En fait, je roule déjà en voiture depuis quelques années, en buggy notamment avec Yamaha. Je reparle de Yamaha, mais c'est vrai qu'ils sont super cool parce que, en plus, ils ont un catalogue qui est super. J'accède à des activités qui sont top, le SSV, Moi, j'avais une flûte Yamaha. Tu joues aussi de la flûte ou pas? Une guitare à la limite. Non, mais c'est vrai qu'ils ont des trucs de Yamaha Music. Bon, je t'avoue que je suis plus attiré par les moteurs. Et ouais, le jet, tout ça, c'est vraiment top. Bref, je reviens à la question où je disais la voiture, ça serait une superbe évolution. Ça serait un peu le rêve. Mais déjà, le vrai rêve, c'est de gagner le Dakar. Après,
après la suite, on en parlera quand il sera temps. Mais là, je suis concentré sur les 2 roues et en plus, je m'éclate. C'est ce que j'aime faire vraiment. J'aurai le temps de rouler en bagnole quand je serai un peu plus vieux. T'as un peu de temps, Adrien, ou pas? Ça fait déjà une demi-heure, on va pas non plus j'allais toute la dire, soirée. je dois aller manger, mais je vais dire encore. S'il y a des gens qui ont posé des questions, on va leur répondre. Allez, vas-y, Blaise, je te laisse regrouper un peu. Allez, moi, du coup, j'avais une question justement. On sait que le Dakar, c'est une épreuve quand même qui est risquée. Est-ce que tu as ça en tête, toi, ou pas du tout? Est-ce que pour gagner un Dakar, il faut s'enlever ça de la tête et penser vraiment à préparation, course et faire abstraction de tous les risques qui sont liés à cette course-là? Non, il faut l'avoir en tête. Pour moi, c'est une assurance quelque part de l'avoir en tête. C'est pas une assurance tout risque. Ça veut dire que tu peux pas compter que là-dessus. Ouais, il faut. Moi, je sais que c'est dangereux. Je sais qu'il y a une grosse part de risque. Et c'est ce qui me fait, j'espère en tout cas, rester plus souvent sur mes roues. Il faut être conscient du risque qu'on prend. Et par contre, j'aime ça. Le truc, c'est que tu peux savoir et être conscient qu'il y a du risque et ça ne t'empêche pas de l'aimer, le risque. En fait, c'est ce qui nous provoque cette adrénaline. Pourquoi j'aime le rallye raid et pourquoi j'aime rouler à 170 sur des pistes que je ne connais pas, c'est parce que c'est ce facteur risque, c'est cette adrénaline qui est procurée par cette vitesse et ce facteur inconnu. J'essaie de le maîtriser un maximum. En fait, mon plaisir, c'est d'aller maîtriser le risque. Mais c'est de me mettre, entre guillemets, mais c'est un peu tout ça, le freestyler. Il va chercher son plaisir à se retrouver la tête à l'envers sur une rampe et de parvenir à faire 2 backflips et retomber sur ses roues sans se faire mal. Moi, c'est un peu pareil, en fait, sauf que c'est pas du freestyle. Et mon dilemme, mon challenge, c'est de réussir à rouler super vite, à passer des obstacles, à naviguer en même temps, à faire un nombre de kilomètres en un temps très réduit. Tout en restant sur mes roues et en maîtrisant un maximum d'éléments. D'accord. Bon, Nico, on va te laisser tranquille, Adrien. Juste, Nico, tu vas terminer avec la question du jour quand même? Eh oui, Adrien n'est pas au courant, mais on a dans notre live la question du jour, toujours présentée par CBO, les magasins CBO à Toulouse et à Agen, cbogroup.com ainsi que Eight Racing pour personnaliser vos décos. Je suis sûr qu'Adrien gagnerait le Dakar s'il avait une belle déco sur sa moto. Et je suis sûr que 2019. En train de dire qu'elle est pas belle ma moto. Ah si, mais si, mais il y a des gens de Yamaha qui nous écoutent là. Et puis j'ai Kidvec qui décore bien mes motos, même si votre ami certainement, j'en doute pas, fait de très belles choses. Et Kidvec s'occupe bien de moi. Non, c'est vrai, on le sait bien, très très pro aussi, tout comme toi. Mais je pense que Yamaha, on en a beaucoup parlé, on a même évoqué les flûtes et la musique. Donc tu vois, c'est pour dire qu'on a bien mentionné. On sponsoriser bientôt. C'est vrai. Bon, la question du jour, c'était un petit peu en rapport au championnat du monde. On voit beaucoup de pilotes s'entraîner dans le sable. Toi, Adrien, est-ce que tu penses que c'est vraiment indispensable pour un pilote de motocross qui veut faire carrière en mondial d'être bon dans le sable? Ouais, j'ai envie de vous répondre oui, c'est clair. Je pense que c'est devenu indispensable de savoir rouler dans le sable. Et notamment parce que le sable, ça se défonce, la piste change et ça ouvre l'esprit de rouler dans le sable. Tu vas rouler sur un terrain béton comme vous avez dans le sud de là-bas. C'est super, mais tu trouves assez vite quand même une monotonie. Les traces ne changent pas beaucoup. C'est-à-dire que tu peux rouler toute une après-midi. La piste, elle ne va pas se défoncer énormément. Tu vas pouvoir être un peu créatif dans tes traces. Mais globalement, tu vas à Lone Plage ou à Lommel. J'ai envie de même dire aller Lommel, c'est encore pire. Tu vas à Lommel entre 13h et 16h. C'est plus du tout la même piste. Tu as dû changer déjà 4 fois ta trajectoire parce qu'elle s'est défoncée. Et puis la capacité à lire la piste, la capacité, c'est physique. C'est plus physique, je pense, de faire des manches à Lommel. C'est plus intense de faire des manches à bloc à Lommel dans les trous que de rouler sur une piste béton comme la Phare-les-Oliviers, même si j'adore rouler à la Phare. Et je pense que c'est pour ça que les pilotes roulent en Belgique, malgré les conditions météo qui ne sont pas optimales. C'est clair que c'est pas pour le plaisir, quoi. Je pense qu'il y a plus de plaisir à essayer de rouler en Italie, sur des endroits où il fait beau, où tout va bien, et puis les pistes sont belles avec des beaux sauts, sauf que on va à Lommel faire des sauts à plat, il y a 3 petites tables de 10 mètres, mais ça fait progresser parce qu'il y a des ornières, parce que ça complique le pilotage. En fait, je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait que le sable, ça te fait progresser, c'est que c'est compliqué. Pour rouler vite dans le sable, c'est super compliqué, tu es obligé d'être précis, bouger beaucoup sur ta moto,
es obligé de gérer la puissance, tu es obligé de gérer aussi quelquefois ta mécanique, pas cramer l'embrayage et faire n'importe quoi. Et c'est pour ça notamment que les pilotes s'entraînent dans le sable, je pense. D'accord. Bon, tu vois, Blaise, pour progresser, il faut s'entraîner dans le sable. Adrien, juste une petite dernière question. Quel conseil tu donnerais à Blaise pour qu'il s'inscrive enfin au Touquet? Alors, on avait fait un petit pari tous les deux avec Blaise. C'était si je faisais un backflip à moto sur le dur, il devait s'inscrire au Touquet 2019. Bon, malheureusement, j'ai pas réussi à le passer sur le dur. Je l'ai fait que dans la mousse, donc ça n'en comptait pas. J'ai pas validé le pari. Mais voilà, qu'est-ce qui... Alors, j'ai envie de te dire, tu sais quoi, il y a 1200 motos au Touquet. Je doute je crois même qu'il n'y a aucun des mecs qui fait le backflip. Donc, ça veut dire que tu peux venir. Tu n'es pas obligé de passer le backflip. Tu sais quoi, je ne fais pas le backflip. Donc, je fais le backflip sur un trampoline à la piscine et peut-être sur des skis, mais pas sur une moto. Et tu sais, donc, Adrien, le jour où tu fais le backflip, je m'inscris au Touquet. Ça, je peux te l'assurer. Fais attention parce que je ne sais pas s'il nous écoute, mais il y a Julien Marty de Monster qui veut me faire un truc de ce genre-là. Je sais, tu sais, il a l'esprit freestyler et Monster, ils aiment bien ces trucs-là. Donc, pourquoi pas, mais bon, par contre, si les gens de chez Yamaha m'écoutent, là, ça va pas être bon pour toi, je crois. Je vous rassure, c'est pas prévu de tenter un backflip avant le Dakar. Ça sera pas bon pour toi, mais je vais te dire une chose, ça sera vraiment pas bon pour Blaise parce que je l'ai déjà vu rouler dans le sable et crois-moi, je rirais bien de le voir au Touquet 2020. Non, je me préparerai. Touquet 2020, Blaise, je compte sur toi. Ouais, je me préparerai, tu me coacheras. Wow. Ouais, volontiers, t'es bienvenu. Merci en tout cas. C'est vraiment sympa de nous avoir accordé tout ce temps. C'était une première fois pour nous de recevoir un pilote exceptionnel comme toi qui passe beaucoup à la télé. Tu l'as dit tout à l'heure avec le Dakar et tout ça, on va te soutenir, on sera à fond derrière toi. On n'a pas pu répondre à tous les commentaires, on est désolé, mais voilà, Adrien, si tu as le temps ce soir, on va aller au lit, tu pourras les lire. Et tu as eu beaucoup de fans. Merci beaucoup. Merci les amis. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et bonne soirée. À la semaine prochaine pour un live avec encore un autre invité de marque. Et bon courage à toi pour la suite, Adrien. Allez, salut à tous. Allez, bye. Salut les gars.